Maintenant, nous allons écouter Laurent Aubert de Besançon qui va nous parler de l'état actuel, si on peut dire, de la consolidation, tout au moins du comblement osseux, parce que c'est toujours été un problème en chirurgie orthopédique d'avoir des pertes de substances que l'on voulait combler. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, mes chers maîtres, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et c'est toujours émouvant de venir dans cette compagnie prestigieuse. Je viens de Besançon, la ville de Pasteur, de Victor Hugo et de Georges Mention, notre président. Ancien président. Comme nous sommes en réunion scientifique publique, je me dois, malgré la démagogie de nos politiques, de déclarer mes liens d'intérêt. Cela ne fait pas de moi un honnête homme, et je ne suis pas plus un bandit pour cela, mais j'ai pris l'habitude maintenant de déclarer aussi mes liens d'amitié. Je voudrais remercier Georges Mention, bien évidemment Jean-Pierre Courpier et Moussa Amadouche qui m'ont attiré dans cette séance. Je les en remercie. Je remercie d'emblée mon questionneur, Didier Ménard, car c'est un référent international de la bioingénierie et de la recherche autour des cellules souches et des facteurs de croissance. Enfin, je ne peux pas oublier mon maître Philippe Vichard. Je sais qu'il nous regarde. Comme le sujet est vaste et la question ouverte, comment en est-on arrivé là? Et comme j'aime les livres qui sont ici, j'ai voulu me plonger dans ces gros livres pour m'apercevoir que les controverses d'autrefois persistent parfois, mais elles nous ont aidés à apprendre beaucoup et c'est tellement facile d'être malin aujourd'hui pour savoir comment faire quand il y a un défect osseux. Plein de questions qui sont dans l'article que j'ai envoyé, plein de questions, j'en aborderai quelques-unes. D'abord, une qui m'a fasciné, et certains se sont époumonés à défendre leurs idées. Pourquoi le canal médullaire de l'os long n'est pas une artère? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'endothélium. Mais il fallait se poser cette question et avoir cette vision des choses. Quel rôle pour le périoste? On connaît les travaux de Ollier. On a oublié ceux de Perrault, qui a reproduit les travaux d'Ollier sur des chiens et des côtes de chiens. Il a enlevé les côtes et la côte repoussée. Aujourd'hui, on se sert du cartilage pour combler des défects cartilagineux. Et bien sûr, est arrivée l'ostéosynthèse. Il fallait métalliser nos patients à partir du moment où l'antibioprophylaxie, si on peut dire, était là. Mais très vite, à côté du métal, certains ont imaginé augmenter la biologie. Un certain crétin, qui n'en était pas un, s'est mis à injecter du soufre dans les fractures bimalléolaires, qui consolident quasiment toujours. Donc le résultat était connu d'avance. Mais il était fier de ses résultats. Enfin, très vite, vous le savez bien, on a utilisé l'os pour greffer des défects. C'est Patterson qui a utilisé un morceau d'os de chien. Ça marche bien. C'est surtout Lasselve qui, dans sa thèse de 1916, fait la première revue de la littérature de tout ce qui a été utilisé pour combler des défects. Sa thèse est extrêmement émouvante et sa dédicace familiale contraste avec les dédicaces que l'on voit dans nos thèses aujourd'hui. Gros bisous Kiki. Non. Ma femme, elle fut durant toutes mes années d'étudiant la compagne intelligente et dévouée. Mes peines furent les siennes, mes succès son œuvre. Je ne trouve pas cela dans les thèses de mes élèves. À moi d'y faire quelque chose. En tout cas, cette thèse est exemplaire. Il y a un tableau monumental de la littérature. Approchons-nous. Voilà un fémur de chien pour un garçon de 9 ans, un fémur de lapin chez un homme de 20 ans. On se rapproche de la vérité, mais il n'y a pas si longtemps, il y a 100 ans, on piochait dans ce qu'on avait. Vous connaissez la légende de ce pauvre type à qui il manquait un morceau de crâne, à qui on avait greffé un bout de chien, mais qui s'est fait excommunier pour cela. Car c'est vrai que l'autogreffe est la référence. Pourquoi? Parce que, comme l'a rappelé Philippe Ernigou, c'est l'équilibre. Elle apporte en équilibre tous les acteurs. On peut l'amener en bloc, morcelé, vascularisé, mais effectivement, quand un patient ne consolide pas, curieusement, sa crête iliaque, où l'on prélève les autogreffes,
est peut-être un peu moins riche en progéniteurs, c'est-à-dire en cellules. L'autogreffe, c'est bien, mais il ne faut pas la laver, car il n'y aura que 40% de cette autogreffe qui sera utile. En fait, petit à petit, on voit bien qu'il n'y a pas que la mécanique, et dans les situations à défect d'os importants, en urgence ou différé, il y a peut-être à se pencher vers la biologie. Mais les orthopédistes ne sont pas comme ça. On leur a appris, ils défendent leur école, à métalliser les patients et à les fixer. Un os stable consolide. Mais ces guerres de religion stériles amènent souvent les erreurs que l'on connaît. Il fallait aussi regarder du côté de la biologie. Car en effet, pour un orthopédiste, le manque d'os, la non-consolidation avec défect osseux est une catastrophe. Restons modestes, toutes choses étant égales. Voilà une pseudarthrose. Comment va-t-il falloir résoudre le problème? En amenant des signaux humoraux qui vont recruter sur une matrice des cellules. Et effectivement, il faudra fixer tout cela. Donc, la biologie va devoir rassembler ces trois acteurs qu'amène l'autogreffe en équilibre. Les cellules, les voilà. Les cellules souches mésenchymateuses, on peut les isoler. Et tel un enfant immature qu'on mettrait à élever par un couple de sangliers ou par un couple de violonistes qui mangera des glands ou qui jouera du violon, la cellule souche, selon le milieu, va donner un tissu à volonté. Mais l'orthopédiste, aujourd'hui, a-t-il la possibilité d'utiliser ces cellules? Pas bien, car les cellules de la moelle osseuse immature capables de donner de l'os sont rares. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas extrapoler à nos patients ces techniques qui commencent à arriver malgré tout. En fait, on va bientôt pouvoir faire et créer un hématome chez le patient, lui prélevant son sang, le centrifugant, c'est déjà fait, mais pourra-t-on augmenter la quantité de cellules pertinentes? C'est le demain. Car effectivement, ces cellules souches mésenchymateuses sont rares. Alors, il faut prendre par petits morceaux la moelle osseuse au niveau de la crête iliaque. Un autre pan de la recherche, ce fut les substituts osseux. Faciles à fabriquer, pas chers à faire, ils inondent nos marchés, le niveau de preuve de leur pertinence est faible, d'abord d'origine humaine, puis animale. Aujourd'hui, ils sont surtout synthétiques, ce sont des petits cubes ou des petits cylindres poreux. Didier Ménard s'échine régulièrement à faire le point et l'état des lieux de tout ce qui existe en substitut osseux. Ce sont effectivement des matrices sur lesquelles les cellules seront invitées pour vivre. Mais vont-elles vivre longtemps? Ici, un ostéoblaste qui se faufile dans une pore, plus c'est poreux, plus les cellules y vont, mais plus c'est fragile. Enfin, il fallait essayer d'inventer un facteur de croissance ou de retrouver le facteur de croissance qui existe dans l'os. C'était les combats du siècle dernier. L'ostéogénie n'existe-t-elle? Le Riche l'avait entrevu, car quand il acidifiait des os et qu'il réinjectait cet acide, de l'os apparaissait. Plusieurs auteurs européens ont travaillé sur ce jus lapidifique. C'est Lacroix, notre ami belge, qui démontre qu'il y a effectivement dans l'os une substance qui, déposée en site extra-osseux, est capable de faire de l'os. Il démontre que un patient sur 3 est capable de faire de l'os si on dépose cette substance. Mais comme d'habitude, l'ombre arrive après la lumière. Et Danis va perdre beaucoup d'énergie pour tenter de le discréditer, car il trouve le même nombre de situations où on fait de l'os rien qu'en irritant les tissus. Et il va conclure, avec ses propres expériences, que l'ostéogénie n'existe pas. Il faudra attendre Juriste, qui a lu tous les travaux de Le Riche, qui travaille sur la calcification des œufs, qui aurait été nobélisable, qui découvre, met au jour, isole les facteurs de croissance inducteurs, les BMP, bonnes morphogénétiques protéines. Voilà ce que cela donne sur un animal. On coupe un os, on lui met une tige, on coupe un os et on met un substitut osseux non inducteur. On fait la même chose, mais on lui met une BMP, ça explose. Les orthopédistes pressés vont croire à la fin des pseudarthroses. Mais ça n'est que chez l'animal. Chez l'homme, une très belle étude, à la limite de l'éthique, arrive de nos vikings voisins,
ostéotomie du tibia pour gonarthrose débutante, sur le défect créé sur le péroné, on va combler par plusieurs inducteurs. On voit que un inducteur, le même, une BMP, est capable de faire de l'os. Vous voyez quand même que c'est pas génial. Mais, quand même, on oublie là encore de lire que l'os est sain, on opérera rarement un patient à os sain. Le délai est de 1 an, et c'est de l'os cortical. Mais les BMP pénètrent le marché, les voilà. Nous avons créé un groupe de surveillance, car en voilà une qui a disparu, on ne saura jamais pourquoi. Enfin, la dernière révolution, à mon sens, pour combler les défects, c'est de créer une greffe vascularisée sans microscope, et je suis chirurgien qui a utilisé le microscope. C'est Alain Masquelet qui invente, même s'il s'en défend, la technique de la membrane induite. Vous avez un problème, vous le resséquez et vous remplissez ce problème de ciment. Ce ciment va s'entourer d'une membrane à corps étranger, recréant un périoste, un néopérioste. Si l'on réopère plusieurs mois après pour enlever le ciment, mais en laissant la membrane, on a une chambre induite limitée par cette membrane que l'on va remplir par une quantité de spongieux qui va consolider. Une pseudarthrose septique, resséquée, réopérée, mais ce patient n'avait plus d'os dans ses crêtes, alors je lui ai mis des substituts osseux, et au bout de 2 ans, alors c'est facile d'être docteur et moins d'être patient dans ces cas-là, mais on voit bien qu'il existe une corticalisation de ce matériau conducteur. La membrane est probablement inductrice. Inductrice, elle l'est. Nous avons fait plusieurs travaux montrant les capacités inductrices de cette membrane. Et puis, c'est Philippe Pellissier qui a montré que quand on met des substituts osseux HATCP sous la peau d'un lapin, si l'on met du substitut osseux avec une BMP, deuxième rectangle, mais le dernier, si l'on ajoute ce substitut à une BMP dans une chambre induite, eh bien, on va faire un peu plus d'os. Alors, puisqu'il faut conclure, notre ami Huisques en Hollande avait dit « Si l'os est la réponse, alors quelle est la question ?» Je ne sais pas. J'ai parcouru ces dernières années dans les gros livres pour vous montrer ce qui m'avait touché dans les progrès que nous avons à proposer à nos patients. En tout cas, c'est sûr, moins on a d'idées, plus on y tient. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est donc Didier Ménard de Nancy qui va commenter cette communication. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, tout d'abord je voudrais féliciter évidemment notre ami Laurent Aubert pour cette présentation extrêmement brillante. On le connaissait excellent clinicien, c'est également quelqu'un qui a des qualités pédagogiques indiscutables, un phrasé particulier au service de ses convictions et des messages qu'il veut faire passer. Alors il est toujours effectivement extrêmement intéressant de faire marche arrière, de se replonger à l'origine d'une technique ou d'un principe. C'est un exercice intellectuellement intéressant, mais souvent difficile, parce qu'on a du mal à faire abstraction de tous les progrès que l'on a appris au fil du temps. C'est également un exercice d'humilité, en ce sens qu'on s'aperçoit souvent que les idées étaient présentes. Je crois que ce qui marque la différence entre les premiers temps des remplacements osseux et l'époque actuelle, c'est certainement la biologie et les progrès qu'on a fait en biologie. Je crois que l'avenir, de toute façon, de l'orthopédie de manière générale, des substituts osseux, en particulier du remplacement de l'os, c'est certainement la biologie. Mais lorsque l'Académie, dans quelques dizaines d'années, organisera cette même séance sur la reconstruction osseuse, je pense que nos lointains successeurs seront encore étonnés de la faiblesse de nos connaissances en biologie. Je crois que vraiment ce qui va nous attendre dans les années qui viennent, les dizaines d'années qui viennent, c'est certainement ces progrès en biologie. Alors ça a été rappelé par le secrétaire général tout à l'heure, c'est vrai que dans notre pratique quotidienne, nous sommes souvent confrontés aux pertes de substances osseuses, et c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir comme un certain nombre de propositions, voire de solutions. Il y a cette grande famille du remplacement osseux, allogreffe, autogreffe bien sûr, avec toutes ses déclinaisons. Je pense en particulier à la chirurgie microvasculaire, qui comprend d'ailleurs pas seulement le tissu osseux, mais quelquefois le tissu musculaire, voire cutané.
Il y a cette grande famille, j'allais dire, plus tellement nouvelle maintenant, mais enfin des substituts osseux, avec certains d'entre eux qui revendiquent clairement des propriétés d'ostéoinduction, qui sont réelles d'ailleurs, d'autres une bioactivité. Et puis il y a des techniques donc chirurgicales nouvelles. On a parlé tout à l'heure effectivement de la membrane de Masquelet. C'est une technique chirurgicale, mais le principe est un principe biologique. Et d'ailleurs, l'intuition géniale d'Alain Charles Masquelet, c'est d'avoir pu montrer, ou d'avoir eu l'idée que cette membrane n'était pas une simple membrane fibreuse, mais bien une membrane douée de propriétés biologiques. Et puis, il y a la technique d'Ilizarov aussi, qui a maintenant un petit peu passé de mode, mais qui était reposée aussi sur un principe biologique. Et puis, les techniques nouvelles, et je commence à amorcer ma question, eh bien, c'est la thérapie cellulaire, c'est les molécules actives, tu as commencé à en parler, et puis plus généralement, c'est l'ingénierie tissulaire. Or, l'ingénierie tissulaire, lorsqu'on lit les études expérimentales, on est séduit, on est enthousiasmé, et puis quand on se tourne vers la pratique clinique du quotidien, on est très déçu. Et je pense qu'il y a 2 obstacles majeurs pour qu'elle se développe. Le premier de ces obstacles, c'est la réglementation, qui bloque beaucoup d'études expérimentales et surtout cliniques, bien sûr. Et puis, c'est l'aspect financier. Toutes ces études coûtent extrêmement cher et les budgets dans le domaine de la recherche, je me tire vers Mme Scali qui le sait bien, sont difficiles à trouver et deviennent exponentielles dans leurs demandes. Alors ma question est la suivante. La bioingénierie et l'ingénierie tissulaire dans le domaine osseux, à ton avis, quel est son avenir et quel est le grade TLR, puisqu'on a parlé, non c'est pas TLR d'ailleurs, c'est Technology Readiness Level, quel est le TRL actuel de l'ingénierie tissulaire, à quel niveau on en est? Est-ce que tu penses que tu es optimiste pour l'avenir ou pas? Et puis, petite question subsidiaire, je ne crois pas trop à la thérapie génique dans les 10-15 ans qui viennent. Par contre, dans cette fameuse réunion qui aura lieu ici dans 50 ans, je pense que là, il y a de fortes chances qu'on la maîtrise. Voilà, merci pour tes réponses. Merci Didier. À mon tour, j'ai été naïf quand effectivement, pour ma thèse sur les cellules souches et sur les facteurs de croissance, j'ai entrevu que l'on pouvait recréer l'autogreffe à côté. Et j'ai rêvé à effectivement amener plus de cellules, mais quand on amène qu'un type de cellules en oubliant les globules rouges et les globules blancs, on n'amène pas assez d'oxygène et on n'empêche pas les infections. Donc en fait, amener qu'un type de cellule aujourd'hui est compliqué. Je crois que c'est dans les 10-15 ans, mais tout ça est très simple et à la fois sans valeur de donner des délais. On n'a pas résolu la problématique pour les cellules, encore une fois, de l'équilibre, du juste équilibre des populations cellulaires et de leur capacité à vivre en site hostile, c'est-à-dire loin en milieu acide, en hypoxie. C'est l'équipe de Hervé Petit qui travaille beaucoup là-dessus et on peine. Concernant les facteurs de croissance, on a été extrêmement enthousiaste quand, en mettant un seul facteur de croissance, alors qu'il en existe plusieurs dizaines d'impliqués, on arrivait malgré tout à faire de l'os, ou en ajoutant que 2 ou 3 sur les modèles animaux bien choisis, on arrivait à faire de l'os, le meilleur modèle étant bien sûr la brebis grasse. La brebis grasse vous donnera autant d'os que vous voudrez, et vous pourrez en faire pousser n'importe où. Donc là encore, entre les liens d'intérêt des équipes et l'objectif principal à atteindre, qui est toujours atteint, l'extrapolation à nos patients, pour les facteurs de croissance, on n'y arrive pas. Les substituts sont là depuis longtemps. Je crois que l'avenir, c'est l'équipe qui trouvera le bon équilibre des facteurs cruciaux. C'est-à-dire, quel poids pèse telle ou telle population cellulaire, quel poids pèse tel ou tel cocktail de facteurs de croissance, et quelle est la meilleure matrice, collagénique ou non, et la distribution du poids de chaque variable dans ces 3 acteurs va nous permettre de construire en dehors du patient quelque chose pour l'amener dedans. Mais Didier, tu me demandes quelque chose de très difficile. Heureusement, Laurent Sédel est là, il aura peut-être une vision plus nette de l'avenir, mais c'est sûr que j'ai été déçu par les facteurs de croissance, donc je suis dans une période pessimiste. Peut-être que je vieillis, mais vous êtes là pour me rappeler qu'il faut rester optimiste. Alors je vais reprendre mon sac de bonnes idées. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Sûrement. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Albi, puisque...
puisque tu m'as réveillé, donc je vais y répondre. Non, j'étais très intéressé par ton topo. Très bien. Tu as raison, c'est extrêmement compliqué. Hein, et Hervé Petite, qui m'a succédé à la tête du labo, m'a toujours pas convaincu, d'ailleurs. Alors, il faut quand même dire qu'on a eu beaucoup de chance il y a une quinzaine d'années. Tu l'as pas mentionné, mais en travaillant sur la brebis, en utilisant, alors il y a plusieurs choses. Il y avait les cellules souches, il y avait du corail, et là, on a vraiment eu l'impression de refaire de l'autogreffe. C'est-à-dire que ça a vraiment très bien marché, tellement bien qu'on n'a jamais pu le refaire. C'est quand même extraordinaire. Mais il y avait la conjonction de la topographie particulière du corail, je pense de sa nature chimique, et de la cellule souche. Et c'est un problème complexe, mais qui doit intégrer ces différents aspects. C'est-à-dire la topographie. Ça, c'est certainement très important du support, quoi, du support pour la greffe. Merci de ton topo, en tout cas. Merci beaucoup. Le corail, effectivement, est probablement le truc qui ressemble le plus à l'os. Il se dégrade à la bonne vitesse, parfois il se dégrade un peu vite. Je crois que si on le remet au goût du jour, avec des procédés modernes de nettoyage, cela peut être un substitut, une matrice d'avenir. Mais il faut du temps, je crois, pour se réapproprier quelque chose qui a un peu échoué en clinique. Merci Laurent pour cette présentation. J'ai deux questions. Tu n'as pas parlé des concentrés plaquettaires, ou alors j'ai pas suivi parfaitement. Et le RIA, comment tu places ça? Parce que tu as montré une reconstruction avec des substituts osseux, peut-être que le RIA aurait pu être une solution. Et un deuxième commentaire sur les BMP. En chirurgie du rachis, on avait la BMP7 qui a vite disparu du marché, pour des raisons un peu obscures. On avait la BMP2 pour les arthrodèses antérieures, ça fonctionnait extrêmement bien, ça vient d'être retiré du marché. Et je voulais savoir si tu avais des raisons, enfin tu connaissais les raisons, les causes. Je sais qu'il y a eu des problèmes de liens d'intérêt importants, puisque tu l'as même évoqué au début de ce topo. Donc est-ce que tu en sais un peu plus? Alors pour la première question sur le PRP, il y avait en 2008 15 000 papiers sur les PRP et l'os. C'était les maxillos qui l'utilisaient beaucoup, avec PRP et PRF. PRP, plasma riche en plaquettes. Les plaquettes sont les organismes probablement les plus conservés dans la cicatrisation entre les individus. Les plaquettes sont les mêmes entre une danseuse de ballet et une limace de mer. Donc on a pensé que dans les plaquettes qui contiennent ces facteurs de croissance, on peut, en augmentant leur taux dans le sang, en faire des vecteurs, les PRP. En fait, on n'y a pas cru dans l'os, et probablement que ça peut marcher dans l'os. Et probablement mieux que dans les parties molles, tendons, ligaments, qui ont des résultats mauvais, voire nuls. Peut-être que les PRP sont intéressants. Il y a un très joli papier qui est sorti il y a 4 ans dans le JOR qui montrait que si on amène autant d'os que de PRP, ça marche très bien. Mais il faut probablement, voilà, encore avoir un équilibre. BMP2, RIA, c'est un système d'alésage pour ramener d'autogreffe. C'est pour nous aujourd'hui le standard de prélèvement de greffe. Il ne faut pas l'utiliser dans notre pratique après 65 ans. On casse les os et on donne des pseudo-ostéomyélites. Donc, un bon outil. Ralentir le lavage. Pourquoi les BMP ont disparu? J'étais impliqué en Europe avec une des 2 BMP qui a disparu, qui a été revendue. J'espère qu'on ne découvrira pas quelque chose de grave là-dessous. Tu viens de m'apprendre que la 2 venait de disparaître. La 7 a disparu il y a 2 ans, après un rachat de rachat. C'est très inquiétant, car les brevets sont enterrés. En tout cas, le brevet de la BMP7 est enterré. C'est-à-dire qu'un laboratoire a fermé la boutique et n'a pas revendu cette partie-là. Ça veut probablement dire qu'il y a une grosse anguille et j'ai arrêté de le poser. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est que la BMP équilibrait les tabagiques. Et aujourd'hui que l'on interdit nos patients à qui on a un projet de reconstruction, eh bien, peut-être que ça fait comme quand on mettait la BMP. Mais c'est très facile. Merci beaucoup. Oui, on va être obligé d'arrêter la séance 30 secondes pour tirer au sort les 5 membres de la commission qui va étudier les dossiers des candidats à l'élection des associés. Bon, 2 minutes pour ne pas retarder cette séance très riche. Je vais poser une question pendant ce temps-là. Bon, alors pour l'instant, je pose ma question. Merci pour cet exposé brillant. Très court, le titane poreux, quelle est sa place? Parce qu'aujourd'hui, avec les techniques d'impression 3D, on peut contrôler
chose. Est-ce que pour l'instant, c'en est encore à l'état de recherche ou est-ce qu'il y a des choses qui se profilent et qui sont intéressantes? Titane pour eux, oui, évidemment très enthousiasmant. Pour moi qui suis chirurgien de la main et du membre supérieur, c'est surtout sur les prothèses d'épaule pour espérer une longévité. Le problème, c'est l'ablation. C'est l'ablation. Donc, c'est encore possible de poser une question? Ah bon. Avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants et avec une excellente intégration. Et si on rajoute un petit peu ce qui vient d'être dit, dans ce titane poreux, on prélève avec le RIA un certain nombre de cellules. Ces cellules vont être centrifugées et on garde que les grosses cellules ostéoformatrices qui vont être remises ensuite dans le titane poreux et qui va donner dans un nombre important de cas, un nouvel os. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, Monsieur Mention, Monsieur Germain, Monsieur Courpier, Monsieur Jost et Monsieur Barbier. Vous restez en punition après 17 heures.